Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de teaser, un HS qui sera consacré au comic Star Wars. J'ai avec moi un invité de marque en la personne de Thomas Davier qui est traducteur officiel du comic Star Wars pour Panini depuis le rachat par Marvel de Star Wars du coup, dans les comics. Et moi je vais peut-être te laisser te présenter brièvement. Bon écoute, tu as déjà dit plus ou moins l'essentiel. Je suis traducteur de comics depuis pas mal d'années maintenant. Et pour Panini Comics comme pour Urban Comics, donc je travaille sur du Marvel comme sur du DC. Et depuis un peu plus d'un an, j'ai la chance, un an et demi même maintenant, j'ai la chance de travailler sur les comics Star Wars depuis qu'ils sont revenus dans le giron de Marvel et donc de Panini en France. Classe. Est-ce que tu as d'autres comics à nous mettre en avant que tu as aimé traduire ou des comics que j'ai aimé traduire, il y a mon tout premier, DMZ, qui est un indies assez pas très connu, mais qui était ma première saga complète sur la Seconde Guerre civile américaine et comment Manhattan se transforme en no man's land et comment les gens arrivent à survivre là-bas, qui était vraiment une espèce de comics politique, guérilla, etc. Très, très intéressant. Et voilà, sinon j'ai beaucoup aimé travailler sur The Long Halloween, qui est un Batman très connu. C'était les origines de Harvey Dent, comment il se transforme en double face, revisité, etc. Ça fait partie des traductions dont je suis le plus fier. Parce que tu es passé par pas mal de comics quand même. Tu nous as fait du Star Wars, du Batman, du Avenger, du X-Men. Du X-Men, oui. X-Men, c'était une grosse... J'ai été sur les X-Men pendant pas mal d'années aussi dans les mensuels réguliers. Ça a été un plaisir parce que je les avais eu beaucoup quand j'étais enfant, notamment avec le dessin animé qu'on avait vu... je sais plus sur quelle chaîne c'était d'ailleurs. France 2, je crois. Excellent dessin animé. France 3. Et sur lequel j'ai travaillé d'autres. Tu oublies peut-être le climax de ta carrière lorsque tu as fait les sous-titres pour une web série qui s'appelle Tea Time. Oui, c'était un grand moment. Ouais. En plus, c'est assez difficile de travailler dans l'autre sens. En général, on traduit vers sa langue maternelle et là, traduire vers l'anglais, c'était un petit défi. N'est-ce pas? Pour la private joke, Tea Time était la série que j'avais réalisée du coup, que Thomas a traduit. Et nous sommes sur une nouvelle web série qui s'appelle Les Plaidoyers de l'absurde que vous pourrez découvrir dès le 16 septembre où Thomas est acteur. Et je glisse ma promo très discrètement. Moi, j'ai pas vu. C'était très discret. Alors, on va vous faire deux vidéos du coup pour parler un petit peu des comics Star Wars. Je vous rappelle qu'il y a les critiques en 180 secondes que je fais sur les différents tomes de Star Wars, de Dark Vador et puis de certains HS comme Obi-Wan et Anakin. Alors, déjà, je vais te poser des questions sur ton rapport à la saga. Est-ce que c'était ton rêve de traduire Star Wars? Comment tu l'as abordé? Voilà, parle-nous-en un petit peu plus personnellement. Oui, moi j'ai grandi vraiment avec Star Wars, c'était à la maison, c'était le film qu'on a dû regarder le plus souvent. On avait déjà les VHS à l'époque, on les a achetés au fur et à mesure. Je me souviens que mes cadeaux de Noël réguliers, c'était les encyclopédies Star Wars, avec les dessins des vaisseaux, etc. J'en avais même ramené une des États-Unis en anglais une fois, quand j'avais 10 ans. Donc oui, on va dire que j'étais quand même bien versé dans l'univers, et quand j'ai commencé à travailler dans les comics, c'était un peu mon regret de ne pas pouvoir travailler sur Star Wars. Qui était à l'époque chez Delcourt. Et qui était un éditeur pour lequel je ne travaille pas, et puis qui était relativement chasse gardée. C'est assez difficile de travailler sur Star Wars. Donc j'avais fait mon deuil plus ou moins de cette série jusqu'au jour où j'ai appris que Disney avait racheté Star Wars comme il avait racheté Marvel, et que comme Panini avait les droits en France, il y avait de Marvel en France, il y avait des chances pour que je récupère, et puis finalement ça s'est fait. Et on est deux chanceux de chez Panini à pouvoir travailler sur du Star Wars aujourd'hui grâce à ça. Super. Alors, on part tout de suite sur le gros du sujet. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as pensé de ces comics Star Wars, ces comics Dark Vador que tu as dû lire aussi pour étayer ta traduction de Star Wars. Voilà, toi en tant que lecteur, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, le comics Star Wars, donc celui sur lequel moi je travaille, j'ai beaucoup aimé, on plonge dedans comme c'est un peu la Madeleine de Proust, on replonge, etc. La nostalgie joue à fond, mais un peu beaucoup de fanservice. Assumé, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut le voir comme assumé. Mais comme tu le disais toi-même dans tes critiques, on entend vraiment les personnages parler comme on les entendait dans le film. La force de la traduction. D'ailleurs, la force de la traduction de reprendre certaines répliques de Yann Solo et compagnie pour entendre Francis Lax dire le texte, que je félicite. Ça, après, c'est partie du travail aussi. Il faut que, quand on a une réplique en anglais qui fait volontairement écho à une réplique des films, il faut qu'on la rebalance en français, il faut qu'on la remette telle quelle. Mais souvent, c'est tellement bien fluide en anglais, et puis j'ai tellement vu les films Star Wars que ça revient. Il suffit de lire la réplique en anglais pour qu'il y ait la française qui débarque, ou au moins qu'on sache où elle est. Donc j'ai toujours les films à côté en version, en bicanal, sous-titré pour savoir et précisément, pour retrouver la réplique le plus rapidement possible.
Et même des fois, je me suis pris à rajouter des répliques qui n'étaient pas voulues en anglais, mais ça faisait tellement écho involontairement à une réplique française que j'étais obligé de la remettre, genre la princesse Leia qui parle du Faucon Millenium en disant ce gros tas de boulons. Ça, voilà, c'était obligé que je la remette, ça passait tellement naturellement. Ça fait écho au propos, tout à fait. Donc du coup, tu trouves que sur ces... Donc là, on a 3 gros tomes pour l'instant de sortir. Enfin, le 3e n'est pas encore sorti, mais il est sorti aux États-Unis. Qu'on arrive quand même sur une narration assez proche finalement du film, qui joue sur le fan service. Oui. Est-ce que c'est assez, tu trouves, pour faire un bon comics Là, je pense qu'on arrive à un point où il faut partir un peu dans quelque chose de neuf, parce que là, le schéma se répète un peu sur les dernières. Donc c'est toujours agréable à lire, mais on aimerait bien un peu plus d'enjeux. Et puis après, bon, personnellement, j'aimerais qu'on passe enfin à l'époque entre l'épisode 5 et l'épisode 6, parce que pour qu'on ait des choses un peu plus importantes à raconter, c'est ça le problème, c'est que c'est une série qui est très sympa à lire, mais du coup, on aimerait bien que ces personnages fassent des choses vraiment importantes, quoi. Là, on commence le nouvel axe que j'ai commencé d'ailleurs hier, le 22, le numéro 22 aux États-Unis, commence à faire quelque chose d'un peu nouveau, c'est assez sympa. On nous introduit notamment un escadron de Stormtroopers d'élite qui ont du coup une personnalité, c'est bien d'avoir. Ce qu'on voit à la fin du 21, mais. Alors c'est très sympa avec d'avoir Dark Vador, d'avoir le côté de l'Empire. La série Dark Vador, on a beaucoup le point de vue de l'Empire, etc. Et là, c'était bien dans Star Wars d'avoir aussi le point de vue d'un groupe de soldats et de voir maintenant, j'ai hâte de voir l'interaction avec les protagonistes principaux. Donc à voir pour la suite. Super, si ça part un peu mieux, parce que c'est ce que je regrettais dans les critiques en 180 secondes, c'est le côté limite de narration effectivement de l'épisode 5, où du coup on peut pas rendre Luke Jedi, on peut pas faire que certains personnages, on peut pas faire que Yann et Leia sortent ensemble parce que on est limité par le film qui est après. Ce serait intéressant. J'ai hâte par exemple qui découvre Hoth, par exemple, ça peut, parce que c'est important de le. Enfin, ils peuvent le mettre, c'est l'un des enjeux de cette époque entre le 4 et le 5, c'est comment est-ce qu'on s'est installé sur la base de Hoth. Donc moi j'ai hâte qu'on arrive à ces parties-là, même si ça nous rapproche de la fin, donc il faudra passer à l'époque d'après. Il y a beaucoup d'époques à visiter quand même. Celle-là, 5 et 6, et puis 6 et 7 quand même, qui est quand même bien vide pour l'instant. On a Podemron qui commence à le faire. C'est sympathique d'ailleurs. J'ai lu jusqu'à là où on en est. Ça se lit bien. On a hâte de voir comment ça va finir, même si bon, dès le départ, le ton est donné sur quel est l'objectif de cette aventure. Puis après, il y a les romans aussi. Moi, je les ai pas encore lus personnellement, mais je me suis renseigné pas mal dessus. Il y a des romans qui sont en train de construire le gap entre le 6 et le 7. Gap que le film n'a pas construit, de mon point de vue. Mais on en reparlera. Voilà, on va faire une petite pause et puis on vous donnera rendez-vous sur un deuxième numéro de teaser où on parlera plus en détail du métier de traducteur et des défis que Thomas a pu rencontrer sur la traduction de ce Star Wars. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres teasers, d'autres critiques ciné, d'autres choses magnifiques. A très bientôt.